Bonjour à tous, ça y est. Est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? Ok, bah écoutez, on est parti pour cette table ronde sur la défossilisation de l'industrie, avec comme angle d'attaque la collaboration, comme clé de succès. On est ensemble juste pendant 1 heure et demie. Pour ma part, donc, je m'appelle Marie Julien Laferrière, je suis conseillère entreprise à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, où je vais représenter les Pays de la Loire entiers ce matin. Et je suis bien accompagnée ce matin. Donc, je suis accompagnée de d'abord l'ADEME avec Clément Pierre à ma gauche. Clément, du coup, vous êtes ingénieur spécialisé dans la transition énergétique et vous êtes arrivé à l'ADEME pour accompagner les industriels dans leur projet de décarbonation. Donc, vous allez nous raconter un peu quelle part prend l'ADEME, comment ça se traduit dans vos accompagnements. J'ai également à mes côtés Jean Riondel. Jean, vous êtes le président fondateur de Mini Green Power. Avant ça, vous avez 20 ans d'expérience dans le prototypage de centrales de cogénération dans le monde entier. Et vous avez décidé de mettre votre énergie à trouver du coup des solutions pour décarboner l'énergie. C'est la naissance de Mini Green Power. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, votre parcours entrepreneurial et puis là, vos perspectives. Si on continue, donc Clément, Jean, Clément, on repart. Donc Clément Barbier, vous êtes le fondateur de Axelium Conseil. Donc vous avez 10 ans d'expérience dans la banque d'investissement et vous avez ensuite fondé Axelium Conseil qui est là pour orienter les industriels sur les financements publics et les aider à construire leur dossier pour se lancer. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine de collaborateurs. Vous avez accompagné une centaine d'entreprises déjà, donc vous allez nous montrer un peu à quoi ça ressemble, comment ça se traduit. Et puis ensuite, donc Clément, Jean. On termine avec Jean Baron de l'entreprise Kyotherm. Donc Kyotherm, c'est un tiers financeur pour les projets de décarbonation. Vous êtes en charge du business développement pour l'Europe et pour le Moyen-Orient. Et votre rôle, c'est donc d'aller structurer des partenariats avec des partenaires techniques, Engie, Dalkia, pour les aider à déployer leurs solutions chez les industriels qui ne veulent pas financer par eux-mêmes ces projets-là. Et bien c'est parti. Maintenant que les présentations sont faites, un petit mot d'intro pour se reposer le sujet de la défossilisation de l'industrie. Alors, déjà c'est intéressant de voir que c'est le mot défossilisation qui a été retenu par rapport à la décarbonation traditionnelle. Donc on peut peut-être se dire simplement que décarbonation, on va prendre le terme un peu plus large en comptant toutes les solutions de sobriété, d'efficacité et de substitution des énergies fossiles. Défossilisation, on se parle vraiment de recours de substitution à nos énergies fossiles. Aujourd'hui, donc l'industrie, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre pour la France. Tac, pardon. Donc 1/5 de nos émissions à réduire. Dans ces 1/5, on a globalement les 3/4 qui vont être sur de l'industrie lourde, donc la chimie, la métallurgie, ciment, béton, céramique, le verre, etc. Et puis le dernier quart qui va être sur l'industrie manufacturière, sachant que cette industrie manufacturière dicte, elle, la demande à l'industrie lourde. La France s'est engagée à la neutralité carbone en 2050, avec un palier 2030 à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, l'industrie est face à ce double injonction, sortir des énergies fossiles et atténuer le réchauffement climatique. On va notamment, en parlant de décarbonisation de l'industrie, parler beaucoup du sujet de la chaleur qui est au centre des processus industriels, puisque c'est bien celle-là qui représente 70% de l'énergie consommée dans l'industrie. Défossiliser cette énergie-là, ce n'est pas une mince affaire. Il y a évidemment des leviers différents. On a des leviers d'éco-conception pour agir un peu à la source, diminuer le recours aux matériaux. On a des leviers sur de l'efficacité énergétique, évidemment, sur de la récupération de chaleur fatale, mais à la toute fin, le plus difficile, c'est cette question de défossiliser, de changer nos recours aux produits pétroliers et gaz fossiles. Donc on va voir en fait comment acteurs privés, acteurs publics vont interagir pour essayer d'expérimenter et de trouver des voies dans cette défossilisation. Petit sondage
Est-ce que vous pourriez lever la main si vous êtes de la Loire-Atlantique? 2 personnes, ok. Si vous êtes de la France? Ok. Et puis, si vous nous venez de l'étranger, enfin? Ok, ça marche. Un grand merci. 3 personnes. Tout ça pour dire que je vais aller très vite sur les accompagnements de la CCI pour les Pays de la Loire, puisque vous n'êtes pas tous issus de cette région. En 2 mots, pour les Pays de la Loire, il y a 2 programmes qui sont intéressants, qui sont des programmes longs pour les PME industrielles, l'accélérateur dynamique climat et son cousin sur l'éco-conception qui s'appelle Éco-produire, qui sont des programmes sur plus d'1 an, qui vont emmener en promotion les entreprises avec du conseil individuel et des temps collectifs. C'est des programmes qui sont soutenus par l'ADEME pour Éco-produire et par la région et l'Union européenne pour l'accélérateur dynamique. Des formats plus courts qui sont des cadrages d'orientation et des premiers pas pour les PME qui s'appellent les EVAL. Et enfin, une slide qui n'est pas passée, mais simplement vous signaler un fonds d'investissement qui existe dans les CCI des Pays de la Loire pour les entreprises qui développent des solutions environnementales et qui développent des nouvelles filières sur le territoire des Pays de la Loire. Je ne vais pas plus m'étaler sur le territoire des Pays de la Loire. On va tout de suite donner la parole du coup à Clément de l'ADEME pour nous expliquer ce que l'ADEME met en place aujourd'hui pour les entreprises industrielles. Très bien, merci. Alors pour commencer, je vois qu'on avait fait le même constat sur l'intitulé de la conférence, défossilisation de l'industrie. Moi j'ai choisi de vous parler de l'ADEME et de comment... Alors je vais juste faire un test pour les slides, voilà. On parle beaucoup de décarbonation à l'ADEME, alors c'est un terme très proche de la défossilisation, mais comme vous l'avez dit, c'est pas uniquement ça. La décarbonation, ça va être principal levier, la sortie des énergies fossiles, mais aussi d'autres leviers qui vont être la sobriété énergétique, la sobriété matière, la modification du mix énergétique et éventuellement, en dernier lieu, le captage des émissions. Donc l'ADEME a tout un tas d'offres pour vous accompagner sur ces sujets. Je vais dire 2 mots sur l'ADEME pour commencer, et pas seulement sur l'ADEME Pays de la Loire dont je suis issu, mais sur l'ADEME au national. Donc on est un opérateur d'État sous la tutelle de 3 ministères. Alors je ne vais pas me risquer à prononcer les noms complets de ces 3 ministères, mais c'est globalement la transition écologique, l'économie et les finances, et la recherche et l'éducation, l'enseignement supérieur. Donc on couvre tout un tas de sujets sur globalement la transition énergétique, avec des sujets qui vont du changement climatique à la mobilité, l'énergie, la production d'énergie renouvelable et autres. Je dirais globalement qu'on adresse tous ces sujets de transition écologique, hormis 2 sujets qui vont être la biodiversité et l'eau, qui vont être traités par les agences éponymes qui nous aident sur ces sujets-là. Donc l'ADEME, c'est un budget qui est principalement mis au service des collectivités et des entreprises, avec une part des entreprises qui est progressive et de plus en plus marquée au cours de ces dernières années. L'ADEME, c'est des entreprises et des industries, donc on va en parler tout à l'heure, puisque 40% du budget de l'ADEME en 2024 était directement adressé à la décarbonation de l'industrie. Peut-être pour finir notre organisation, on a des services centraux qui vont représenter plus de la moitié des effectifs avec le siège qui est à Angers, puis des opérateurs régionaux avec une trentaine de personnes par région qui vont accompagner directement les industriels, collectivités et autres sur le territoire. Donc je refais une passe rapide sur l'industrie. On a déjà donné quelques chiffres, je vais en donner d'autres sans vouloir trop vous accabler avec des chiffres. Donc l'industrie, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, ce sont des chiffres de 2022, ça n'a pas trop évolué depuis. Donc 18% des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est pour ça qu'on s'y intéresse fortement et de plus en plus fortement. On a une baisse de 46% par rapport à 1990, et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Donc, c'est le secteur qui a le plus réduit ses émissions depuis ces 35 dernières années, mais c'est dû à plusieurs choses. Il va y avoir la réduction du protoxyde d'azote, il va y avoir des délocalisations. Ça ne va pas seulement être parce qu'on a réduit nos émissions sur le territoire, mais parce qu'il y a aussi des émissions qui sont sorties du territoire. Et puis, il va y avoir aussi le changement d'intrants. Il va y avoir, par exemple, le remplacement du charbon par du gaz naturel qui reste une énergie fossile, mais qui est quand même moins carboné que le charbon qu'on utilisait autrefois.
Donc ça, c'est ce qui s'est passé. On va faire un focus maintenant sur les objectifs. On va viser dans l'industrie moins 35% d'ici 2030 et moins 81% d'ici 2050. Alors c'est un secteur qui ne va pas viser la neutralité carbone. On ne va pas viser le 100% comme beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans les émissions de l'industrie, il y a des émissions qu'on peut facilement abattre avec des procédés, des changements de mix énergétique, je vous les détaillerai après. Mais il va y avoir aussi des émissions qu'on va dire hard to abate, qui vont être difficiles à éliminer, comme par exemple lors de la production du ciment, il va y avoir la décarbonatation du calcaire qui va représenter 2/3 des émissions. Ça va être des émissions de procédés et pas des émissions sur lesquelles on peut agir en modifiant le mix énergétique ou autre. Et donc il y a tous ces leviers qui en 2050 ne devraient pas avoir de solution technologique, ce qui fait qu'on aura toujours une part incompressible de l'industrie sur laquelle on aura des émissions. Et on pourra tenter éventuellement en dernier recours d'aller faire du captage de CO2, du captage pour du stockage ou de l'utilisation. Mais voilà, on n'atteindra pas forcément cet objectif de 100%. Si on atteint 80%, ça sera déjà très bien pour la neutralité carbone. Donc à l'ADEME, on promeut une démarche de décarbonation dans le bon sens. Ce qu'on entend par le bon sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se jeter à bras-le-corps directement, par exemple, dans le remplacement je vous donne un exemple très concret, remplacement d'un four thermique par un four électrique. Ça, c'est quelque chose qui est très bien, notamment en France, parce qu'en France, on a un mix électrique qui est très décarboné, et donc ça va être un levier très efficace. En revanche, ce n'est pas ce qu'il faut faire en premier. Par exemple, on peut aller voir si on a des solutions de sobriété énergétique en premier lieu, si on a des solutions d'efficacité énergétique. Pour vous donner quelques exemples, la sobriété, ça va être optimiser les températures de chauffage. L'efficacité, ça va être utiliser des fours au bon moment et avoir des températures de chauffe qui sont atteintes juste avant l'utilisation et pas constamment en chauffe. Et lorsqu'on met ça en place en amont, on peut peut-être se rendre compte que finalement, si dans une entreprise, on va avoir 5 fours qui tournent de manière démesurée, finalement peut-être que 4 fours ça pourrait suffire et qu'on n'a pas besoin d'aller faire le remplacement du 5e, du thermique à l'électrique. Donc voilà, je vous donne cet exemple des fours, il y en a plein d'autres. Donc c'est vraiment les deux premiers leviers qu'on va regarder, ça va être sobriété et efficacité énergétique. Ensuite, on va parler de récupération de chaleur fatale, évolution du mix énergétique, donc j'y reviens avec beaucoup d'électrification en France, mais pas que. Et ensuite, on va pouvoir voir éventuellement le changement d'intrants avec des intrants alternatifs. Et en dernier lieu, le captage de CO2 qui va être un peu le dernier recours pour ces émissions qu'on ne va pas réussir forcément à abattre. Donc maintenant, je vais faire un tour sur les programmes de l'ADEME, sur ce qu'on peut proposer, avec un premier focus sur Pacte Industrie. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc là, l'ensemble des dispositifs que je vais parler, sont des dispositifs nationaux qui sont déclinés en région par nos opérateurs, mais qui s'appliquent sur tout le territoire. Donc Pacte Industrie, c'est une démarche en 4 actions. Dans un premier temps, on va faire un état des lieux des consommations d'un site, d'une entreprise, avec des audits énergétiques, des bilans de gaz à effet de serre, avec différents dispositifs qui sont de l'ADEME ou de nos partenaires, par exemple la BPI. Puis 3 autres volets qui vont être la structuration de la démarche, le passage à l'action grâce à des investissements et l'évaluation de la démarche éventuellement en dernier lieu. Donc comment ça se structure? Ça va se structurer avec un volet qui va être adressé à la société dans son ensemble et un autre volet qui va être adressé directement aux sites qui sont émetteurs. Donc dans un premier temps, au périmètre de la société, il va y avoir la démarche, on va vraiment parler sur un volet stratégique qui va suivre ce parcours, donc parcours qui peut être pris n'importe quand en fonction du niveau de maturité de votre entreprise, de votre industrie. Vous pouvez vous intégrer dans ce parcours comme vous le souhaitez, donc avec dans un premier temps un bilan de gaz à effet de serre, puis avec cet outil que promeut l'ADEME qui est ACT, donc ACT qui va être sur 2 volets, l'accompagnement avec ACT pas à pas et l'évaluation avec ACT évaluation. Donc ACT pas à pas, qu'est-ce que c'est? Ça va être un accompagnement dans un premier temps des dirigeants et des responsables RSE des entreprises avec un premier volet de formation qui va être un MOOC puis 2 jours de formation dédiés à ces personnes dans l'entreprise pour les former sur les premières notions de la démarche de neutralité carbone de leur entreprise. Puis on va construire une méthodologie dans l'accompagnement
qui va être sur un temps plus long, qui va être sur, on va viser en général une année pour mettre ça en place. Et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'on va avoir une montée en compétence de l'ensemble des équipes de l'entreprise avec, je dirais, le vrai intérêt de ACT, ça va être pas seulement de fixer des objectifs, ce qui peut être commun dans ce type de démarche, mais également de définir des moyens pour mettre en place, pour réaliser ces objectifs. Donc ça va être des moyens financiers, des moyens humains, on va mettre un calendrier en place et ça va être vraiment très précis. Et on va avoir un accompagnement continu des industriels et pas seulement des objectifs affichés. Affichés. Une fois qu'on a réussi à définir ces trajectoires d'investissement, eh ben on peut aller sur l'évaluation. Donc Acte Évaluation, ça va être évaluer la stratégie de décarbonation. Donc c'est quelque chose qu'on recommande lorsque l'entreprise est déjà assez mature. On ne va pas aller faire une évaluation dès le départ parce que ça ne serait pas forcément utile. Mais voilà, ça permet éventuellement de se rendre compte d'où on en est, de voir s'il y a encore des efforts à faire et éventuellement de faire de l'affichage ensuite et de la communication sur tout ce qui a pu être mis en place. Donc ça va être au périmètre de la société. Ensuite, on va avoir des dispositifs plus au périmètre des sites, avec deux démarches. Une démarche d'efficacité énergétique, en premier lieu, qui va être avec, dans un premier temps, la formation de référents énergie qu'on va recommander sur vos sites industriels. Donc ça peut être adressé à des référents techniques, à des responsables maintenance au cœur de votre site, avec pareil une formation sur un MOOC d'une journée puis 2 jours en présentiel. Et le troisième volet supplémentaire, c'est un coaching qui va être sur 3 jours en entreprise, donc 3 jours étalés dans le temps bien sûr, où vous allez voir un coach qui va venir sur votre entreprise, sur votre site pour voir directement les leviers de décarbonation et vous aider dans la mise en place de solutions d'efficacité, de sobriété et éventuellement de changement d'équipement ou autre. Ensuite, une fois que vous avez fait cette formation, on peut vous recommander de faire des audits énergétiques en industrie avec des bilans globaux de vos consommations. Puis, mise en place typiquement de plans de comptage, de suivi d'IPE. Donc, plan de comptage, mise en place d'un plan de comptage, ça peut permettre de réduire de 5 à 10% vos consommations énergétiques. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très utiles. Et enfin, on va aller vers une démarche de système de management de l'énergie. Donc celui qui est très connu, c'est l'ISO 50001. On ne va pas forcément toujours pousser sur la 50001, ça peut être un peu lourd pour certaines entreprises qui ne sont pas forcément d'une taille trop importante, mais on va pousser vers un système de management de l'énergie similaire à l'ISO 50001 pour vraiment suivre vos consommations et être toujours dans cette démarche d'optimisation. Juste à noter que si vous allez jusqu'à la 50001, l'ADEME peut vous proposer une aide qui peut aller jusqu'à 40 000 €. Donc c'est une aide qui est disponible jusqu'à mi-2026, car après, on va avoir des audits énergétiques et des systèmes de management de l'énergie réglementaires qui vont être mis en place. Donc dès que ça devient réglementaire, il n'y a plus de subventions possibles par l'ADEME. Mais voilà, donc si vous allez jusqu'à cette démarche, vous pouvez être accompagné là-dessus financièrement par l'ADEME. Et donc dernier volet de Pacte Industrie, avant de passer à nos différents dispositifs d'aide, ça va être sur le mix énergétique, avec pareil un audit énergétique en industrie qu'on va recommander dès le départ, qui peut être combiné à une étude d'opportunité mix énergétique. Donc cette étude d'opportunité, ça va être pour voir si vous avez possibilité d'actionner certains leviers qui vont être par exemple les réseaux de chaleur, la récupération de chaleur fatale, la production de chaleur renouvelable, l'électrification des procédés ou encore l'utilisation d'hydrogène. Donc voilà. Vous pouvez combiner cette étude mix énergétique à l'audit énergétique avec, pour le mix combiné, un reste à charge de 5 000 € pour une entreprise. Donc tous ces chiffres, je les détaille pas dans la présentation, mais vous aurez un QR code à la fin qui vous donnera tous les liens pour aller voir les différents accompagnements, différents dispositifs et les montants d'aide. Et donc une fois que vous avez fait ces études, vous pouvez aller sur des investissements. Donc je reviens sur le fait que l'ADEME, ça va être des accompagnements, pas seulement sur les investissements, mais il va y avoir vraiment études et investissements. Et on va avoir des aides et des niveaux d'aide différents pour les deux. Mais vraiment, en général, on va essayer d'avoir une étude réalisée en amont de cet investissement pour être sûr qu'on actionne le bon levier. Donc voilà. Hop, je vais juste prendre un petit coup d'eau, je vous demande 2 minutes. Voilà, donc tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'était le volet Pacte Industrie, qui est vraiment une démarche d'accompagnement des entreprises. Il va y avoir Pacte Entreprise qui va arriver bientôt. Si vous êtes une entreprise pas forcément industrielle, c'est le tout début de Pacte Entreprise, donc ça sera un dispositif similaire avec pareil des accompagnements, des coachings, des aides aux études et aux investissements. Et puis maintenant, je vais un peu parler de nos dispositifs d'investissement. Alors avec cette parenthèse que aujourd'hui l'ADEME est un opérateur d'État, on est quand même soumis à la promulgation d'une loi de finances. Donc tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quand même
à prendre au conditionnel dans le sens où je ne peux rien vous affirmer pour l'instant tant qu'il n'y a pas eu de loi de promulguée, mais voilà, il faut garder en tête que ces dispositifs vont bientôt réouvrir. Normalement, dès qu'il y aura une loi de finances, on pourra de nouveau se relancer dans ces dispositifs. Donc sur l'ADEME, on va avoir un outil principal, on va dire notre principal outil financier qui va être le fonds chaleur, qui était à 800 millions d'euros en 2024 pour des aides sur la chaleur renouvelable et la chaleur de récupération. Donc la chaleur, c'est 45% de l'énergie finale consommée en France, seulement 20% aujourd'hui qui est d'énergie d'origine renouvelable. Et donc l'ADEME, via le vent chaleur, va vous aider sur des dispositifs de récupération de chaleur fatale qui sont très présents en industrie. On va avoir ça sur, par exemple, des dispositifs de refroidissement un refroidissement d'équipement. On va avoir de la chaleur à récupérer à différents niveaux, sur les compresseurs mécaniques également, sur les fours, sur les fumées. On va avoir beaucoup de chaleur fatale à valoriser dans l'industrie. Petite parenthèse sur les Pays de la Loire, on a fait une étude très précise à ce niveau-là et on a réussi à identifier ces gisements pour aller directement dialoguer avec les industriels et essayer de nous-mêmes faire ce travail de prospection. Lorsque les industriels ne viennent pas nous voir, nous on essaye d'aller les chercher. Et donc cette étude de chaleur fatale, ça nous permet vraiment de cibler les entreprises où il y a de quoi faire là-dessus. Et donc ça, c'est la chaleur fatale. Il y a aussi tout ce qui va être énergie renouvelable et on va en promouvoir principalement 5 dans le cadre du fonds chaleur. Donc, il va y avoir la biomasse, il va y avoir le raccordement au réseau de chaleur, il va y avoir, j'en oublie plusieurs, il va y avoir la méthanisation, le solaire thermique, et il y en a sûrement un cinquième que je n'ai pas dit, mais voilà, j'y reviendrai après. Donc ces énergies renouvelables, voilà, on a des systèmes d'aide via le fonds chaleur, qui est un dispositif ouvert tout au long de l'année. Donc en gré à gré, il y a 2 systèmes d'aide à l'ADEME, le gré à gré et les appels à projets. Le fonds chaleur, c'est quelque chose qui est ouvert tout au long de l'année, et donc pour vous aider sur ces différents leviers. Et donc on a d'autres leviers pour la décarbonation. Là, je parlais du fonds chaleur. J'ai un tableau qui n'est pas forcément très exhaustif parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui, on n'a pas énormément de dispositifs qui sont ouverts, mais ça ne saurait tarder. Et du moins, ce que je vous ai mis là, c'est ce qui est ouvert, avec notamment, au-delà du fonds chaleur, l'appel à projet Décarbone 25. Donc un appel à projet qui cible les gros industriels, avec des projets qui vont être au-delà de 3 millions d'euros de CAPEX, 1000 tonnes de CO2 évitées par an, jusqu'à 30 millions d'aides. Donc ça, c'est vraiment pour des gros projets industriels. Pareil, on a là-haut grand projet, alors qui est déjà initié en parallèle pour aider les industriels. Mais voilà. Et en plus de ça, je vais aussi évoquer les certificats d'économie d'énergie, qui ne sont pas directement un dispositif ADEME, mais qu'il faut garder en tête parce que ce sont des fiches qui vont être très sectorisées pour des dispositifs précis, sur lesquels vous allez pouvoir également être aidé. Et les aides de l'ADEME sont totalement cumulables avec les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est vraiment 2 leviers qu'il faut aller chercher. Et je suis certain qu'on en reparlera plus tard dans cette table ronde. Voilà donc pour notre dispositif. Je n'ai pas été très exhaustif, mais vous retrouverez à la fin, comme je vous l'ai dit, une liste de ces différents dispositifs que vous pourrez aller consulter. Et je vais faire une dernière slide, une ouverture sur les scénarios de transition 2050 que l'ADEME propose. Donc ces scénarios, ça va être 4 scénarios différents qui ont été proposés sur un travail de 2019 à 2021, mais qui sont toujours très d'actualité malgré la crise en Ukraine, malgré la crise du Covid. Ils sont toujours très réalistes et très appliqués à notre consommation aujourd'hui. Et je vais faire un focus sur l'industrie parce qu'il se décline sur tout un tas de volets, sur les comportements sociétaux, sur l'énergie. Et il y a un volet industrie que je vais détailler légèrement aujourd'hui. Donc ces 4 scénarios ils permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050 via des chemins volontairement très différenciés pour permettre de prendre des décisions et de voir les différences entre les différents leviers qu'on souhaite mettre en place. Donc le premier scénario, génération frugale, ça va être un scénario où il va y avoir principalement un changement opéré par le citoyen, avec certes une baisse de production, mais aussi une production de meilleure qualité sur notre territoire. Et ça va être une industrie qui va mettre l'accent sur, par exemple, le recyclage. On va avoir plus de 70% du papier, du verre, du carton, de l'aluminium qui vont être issus du recyclage en France, avec des chaînes le plus locales possible. Si on va sur le scénario 2, on est toujours sur le même volet, mais on essaye de trouver un équilibre entre offre et demande, avec aussi beaucoup de recyclage, de la réindustrialisation de certaines filières sur notre territoire. Et donc voilà, sur ces 2 scénarios, je dirais qu'il y a
parfois une baisse de production, mais il y a aussi de la réindustrialisation de notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, depuis 1990, comme je le vous disais, il y a eu pas mal de délocalisations. Et le fait de réindustrialiser la France, c'est aussi permettre de mieux contrôler nos émissions et mettre des leviers d'efficacité énergétique en place pour éviter les fuites d'émissions au-delà du territoire. Ensuite, le troisième scénario, il va être plus basé sur les technologies vertes. Donc là, on va vraiment avoir quelque chose qui va être piloté par l'offre plutôt que la demande, avec un fort pari sur l'électrification et l'hydrogène et l'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles filières. Donc ça, c'est aussi un scénario qui est tout à fait réaliste, mais là, on va plus se reposer sur la technologie. Et donc, on va avoir quand même une partie de réindustrialisation, mais aussi une partie de l'industrie qui va sortir de nos frontières. Et pour le quatrième scénario, donc, qui va être le pari réparateur, on ne va pas forcément avoir de réindustrialisation de la France. On va rester sur le schéma qui est engagé aujourd'hui en se basant beaucoup sur les technologies de captage de carbone pour le stockage ou l'utilisation. Donc on parle de pari réparateur. Voilà, c'est un pari parce qu'aujourd'hui, toutes les technologies ne sont pas encore matures et donc on ne peut pas essentiellement se baser là-dessus. J'en ai fini pour toutes ces présentations. Vous pouvez flasher ce QR code, je vous le laisse un petit moment à l'écran, qui vous renvoie à la fois vers nos dispositifs d'aide, vers des liens utiles, mais aussi vers des contacts. Alors des contacts principalement centrés Pays de la Loire, et après si vous souhaitez avoir des contacts au national, vous pouvez me demander à la fin de la conférence ou bien aller sur notre site directement, c'est très bien référencé. Merci à vous. Merci beaucoup Clément. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. On est sur le sujet de la défossilisation de l'industrie et en quoi la collaboration va nous aider à l'atteindre. L'ADEME vient du coup de nous exposer ses accompagnements. On va maintenant passer à une solution concrète avec Mini Green Power. Simplement vous dire qu'on se garde 20 minutes à la fin pour toutes les questions, donc n'hésitez pas à les noter, vraiment on prendra le temps d'y répondre. Je vais passer la parole donc à Jean Riondel qui a fondé Mini Green Power, qui va nous expliquer comment il apporte cette solution et puis aussi les rebondissements de tout ce que vous avez vécu dans votre parcours entrepreneurial. Merci Marie. Donc, je suis Jean Riondel, président fondateur de Mini Green Power. Alors, on m'a demandé de parler un petit peu de tous les rebondissements que notre société a vécu depuis sa création. On est passé à un moment donné par 35 salariés. On a eu Covid au milieu. On est passé par un redressement judiciaire. Et aujourd'hui, si on me demande de prendre la parole, c'est qu'on a plus de 50 millions d'euros de commandes qui sont lancées. Et donc, c'est une aventure qui repart bien et qui va se développer. Donc, pour pouvoir vous expliquer ces rebondissements, je vais commencer par vous parler rapidement de mon parcours et puis de ce qu'on développe chez Mini Green Power. Donc, moi, les 20 premières années de ma carrière, je les ai passées à polluer la planète. Donc, mon job, c'était démarrer les plus grosses, en fait, les pilotes ou les prototypes des cogénérations les plus puissantes au monde, entre 400 MW électriques et 900 MW électriques. Et puis, il y a tout juste 10 ans, j'ai découvert que cette activité polluait énormément. J'en avais pas pris conscience. Et donc, j'ai décidé en 2014 de changer de vie. Et donc, j'ai créé Mini Green Power. Alors, Mini Green Power, c'est une entreprise à mission. Notre mission, c'est la valorisation des déchets solides en énergie propre et locale. Alors, pour accomplir notre mission, on se base principalement sur deux actions. D'une part, la valorisation de déchets en énergie peu carbonée ou décarbonée et la production de biochar qui nous permet de séquestrer du CO2. Donc d'un côté, on remplace des chaudières gaz qui produisent de l'énergie fossilisée et puis de l'autre côté, on vient aspirer du CO2 atmosphérique en le remettant en terre. Donc on joue sur ces deux leviers-là. Alors comment on fait? Donc, notre produit magique, phare, s'appelle la mini centrale verte. Donc nos mini centrales vertes, elles sont de petite taille, modulaires, automatisées, pilotables à distance. Elles sont dans une gamme de puissance entre
500 kW et 10 MW thermiques. Et à partir, avec ces mini-centrales, on peut valoriser une très large gamme de déchets, plus importante que ce que font les chaudières biomasse, ou un petit peu différente que ce que font les on va dire, incinérateurs de CSR. On est capable de prendre des résidus de bois, des résidus agricoles, déchets verts, CSR, des résidus ménagers dans certains cas. Et puis, on va les transformer en chaleur process, de la vapeur, par exemple, ou du chauffage, du séchage. Quand c'est une valorisation en énergie thermique, en France, c'est notre priorité. Mais parfois, on valorise en énergie électrique. Et en fait, à chaque fois qu'on fait de l'énergie thermique ou électrique, on va essayer de générer ce fameux biochar qui nous permet en fait de séquestrer du CO2 en parallèle. En plus de notre mini-centrale verte, on a développé des lignes de séchage parce qu'on s'est aperçu que dans les déchets, il y a beaucoup de déchets humides et beaucoup de produits qui génèrent beaucoup de logistique quand ils sont transportés humides, comme des boues, comme des déchets de papetiers, etc. Le fait de les sécher avant de les transporter, ça économise beaucoup d'empreintes carbone. Donc on a développé, voilà, on a nos produits, on les conçoit, on dépose des brevets, on les fabrique, on les installe chez le client et on l'aide à installer des solutions d'exploitation. On fait la maintenance aussi. Donc alors, notre technologie de mini-centrale verte, elle peut opérer grâce à un processus de combustion innovant qu'on a développé. On a 36 brevets aujourd'hui qui sont actifs. Et principalement, c'est basé sur de la combustion étagée, avec un premier étage, 3 étages de combustion. Un premier étage qui est plutôt de la pyrogasification ou de la carbonisation, selon ce qu'on veut faire. Deuxième étage, de la gasification. Troisième étage, de la post-combustion. Et donc, en fait, ces différentes réactions qui sont pilotées en direct, en instantané, permettent de valoriser des combustibles qui sont en fait peu préparés, de mauvaise qualité, et de générer aussi un biochar de qualité diverse. Le biochar, c'est un produit qui a été mis en valeur ces dernières années grâce aux experts du GIEC. Il améliore la fertilité du sol, entre autres, dans cette application-là. Et mélanger de la terre, il booste la fertilité, enfin la croissance, et également, il permet de favoriser la croissance avec moins d'eau. Voilà. Donc en fait, vous savez maintenant ce qu'on fait. Et donc je vais revenir un petit peu sur notre parcours un petit peu semé d'embûches ou parfois considéré comme chaotique. Ça dépend qui on a en face. Quand c'est des banquiers, ils vont dire chaotique. Quand c'est des entrepreneurs, ils vont dire que c'est extraordinaire, que c'est un enchaînement de miracles. Mais en fait, tout ça, c'est pas juste magique. On a développé nos produits peut-être 10 ans trop tôt. Entre 2014 et 2020, on a eu vraiment les vents contraires contre nous. Les vents contraires, c'était d'abord du gaz naturel très peu cher, qui était sponsorisé largement par l'État. Je pense que l'ADEME était dans le coup quand il favorisait des cogénérations gaz plutôt que d'aider des projets décarbonés. Ça a été largement aussi, on a eu les vents contraires en termes de prix d'électricité, qui était en France très peu cher, grâce à une énergie nucléaire qui était vendue en dessous de son prix coûtant. Et en fait, en plus, l'enfouissement n'était pas si puni que ça. Et pour beaucoup d'industriels, c'était bien mieux de continuer à brûler du gaz, d'acheter de l'élec nucléaire et d'enfouir les déchets au fond du jardin ou un peu plus loin. 2020, en fait, il y a eu le Covid. Donc pendant la période 2014-2020, on a développé notre technologie. On a trouvé 2-3 clients. 2 sur 3 à l'étranger, un troisième en Bretagne. Et entre 2020 et 2022, ça ne nous a pas aidé parce que le Covid, finalement, nos clients étaient les premiers à être touchés. Donc, faillite des premiers clients, ce n'est pas très vendeur. Et puis,
le prix de l'énergie s'est mis à se volatiliser. On a eu des coûts d'énergie qui ont été multipliés par 10 quand les fameuses centrales nucléaires ont commencé à tomber en panne. Et puis, quand il y a eu des restrictions du gaz, et en fait, il y a eu un emballement des prix de l'énergie. Et là, tout d'un coup, on a eu un afflux de clients. Mais les projets, c'est long, 1 an, 2 ans à développer. Et en fait, très vite, après le Covid, finalement, l'énergie est retombée et on est tombé un petit peu dans les mêmes travers. Mais il y a une prise de conscience qui nous a aidés. On a commencé à avoir des clients sérieux qui voulaient décarboner sur le long terme. Et on a été coupé dans notre élan. On avait un démonstrateur chez nous et notre démonstrateur a pris feu une nuit sur quelque chose qui n'avait pas un lien direct avec notre technologie, mais c'est surtout une pompe de sprinkler qui a serré, qui n'a pas marché. Et en fait, ce feu chez nous, ça a complètement brisé un élan commercial qu'on avait avec des clients. Et on s'est retrouvé en redressement judiciaire 2 mois plus tard parce qu'on ne pouvait plus honorer ni nos commandes, ni faire venir de nouveaux clients. Et donc c'est là que beaucoup nous ont cru morts et enterrés. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui nous ont fait des offres pour essayer de nous racheter et nous sauver. Mais en fait, pas des offres tellement bienveillantes. Et beaucoup se sont posés un petit peu la question, mais comment vous avez fait pour tenir ? Donc en fait, notre résilience, et j'espère qu'il y a des entrepreneurs, je sais qu'il y a des entrepreneurs là. En fait, on l'a trouvée, elle a été ancrée vraiment fortement dans notre mission et sur nos valeurs. Et je pense que quand les vents sont contraires à ce niveau-là, c'est ça qui nous a sauvés. Le fait qu'on soit entreprise à mission, qu'on soit vraiment dédié à la planète, ça a généré déjà chez moi un fort sentiment, une envie de m'en sortir, une envie de mettre toute l'énergie qu'on avait mise depuis des années, de sauver ça en disant c'est pas possible que ça tombe à l'eau juste à cause d'un incident industriel. Et ça a généré aussi une très forte cohésion dans notre équipe autour de ces valeurs. On a aussi beaucoup parié sur l'humain, autour de valeurs vraiment d'authenticité, d'audace, d'excellence. Et en fait, on a annoncé même au pire de la bataille qu'on allait changer le monde, qu'on allait être licorne, qu'on allait déployer notre technologie sur toute la planète. Et en fait, on a attiré des jeunes talents avec une forte ambition environnementale et des experts chevronnés qui, avant de mourir, avaient envie de transmettre. Et donc, en fait, c'est ce mélange, cette mayonnaise qui a été extrêmement vertueuse et qui a fait qu'en fait, on a tenu. Et puis, faute d'avoir trouvé des fonds d'investissement, je pense qu'ils se reconnaîtront. Tous ceux qui ont dit non pendant 10 ans, parce qu'il n'y avait pas l'appât immédiat de grosses commandes, etc. Tout cela, ils nous ont boudés et ils sont surtout pas venus au moment où on avait besoin d'eux. Et en fait, ce sont des petits actionnaires, 160 actionnaires qui ont cru au projet et qui, dans la résilience, en fait, ont adhéré à nos valeurs et nous ont soutenus, nous ont portés. Et c'est ça qui m'a donné aussi la force de dire non à des propositions qui n'étaient pas si bienveillantes que ça, pour eux, pour l'équipe. Aussi, dans cette période-là, entre 2023 et 2024, donc l'histoire se termine bien, ne pleurez pas. En fait, on a réfléchi à un vrai recentrage de notre business model en disant, finalement, est-ce qu'on doit déployer tout notre business sur le prix de l'énergie, alors qu'en fait, le jour où Poutine déclare la guerre, tout s'écroule, ou le jour où Trump... D'ailleurs, le jour où Trump est élu, ça serait encore des énormes à-coups sur l'énergie. Notre métier, non. En fait, la vision, c'est que l'énergie solaire, elle nous est donnée gratuitement. Et en fait, toutes les énergies vont suivre ce prix-là. Donc, en fait, on est en train de produire de l'énergie gratuite. Et tôt ou tard, cette énergie va rester gratuite. Donc, il faut des modèles économiques qui marchent avec de l'énergie peu chère ou gratuite. Et en fait, tout notre pari, c'est que les nouveaux modèles économiques vont s'appliquer pour nos clients sur des économies de taxes carbone, les taxes qui montent, et sur des crédits carbone qui seront les nouveaux modèles économiques pérennes en fait pour aller transformer notre monde. Donc on a vraiment mis bouchée double sur ces aspects de décarbonation et surtout insisté sur les petits projets en circuit court. On pense qu'ils vont s'imposer plus partout parce que d'un point de vue environnemental, ils sont plus faciles à monter. D'un point de vue financier, ils sont plus faciles à financer.
Et c'est une logique bon sens hein, de dire que l'autonomie énergétique, on l'a d'abord dans sa ville, dans son territoire, et tout le monde peut comprendre ça. Et donc c'est sur on a vraiment recentré sur cet aspect circuit court et local. Après, on a eu des clients de différentes sortes, plus ou moins bienveillantes. Certains ont voulu faire un coup en nous commandant des centrales à petit prix au début pour nous lancer. En fait, on s'est dit, non, ce n'est pas pérenne sur le long terme. On veut rechercher des partenaires, des clients qui partagent notre vision sur la décarbonation et en fait, qui partagent un petit peu notre mission et pas forcément qui visent des bénéfices immédiats en circuit court. Donc, en fait, on a, fort de cette nouvelle stratégie, on a réussi à décrocher un gros contrat en 2014 de plus de 50 millions d'euros, basé sur la commande d'un démonstrateur, un petit démonstrateur 1 MW CSR, puis 5 centrales de 10 MW sur les 5 ans à venir. Fort de ce bon carnet de commandes-là, dans la durée, on a eu un afflux de commandes d'études qui est arrivé depuis 6 mois, on va dire, en France métropolitaine, dans le domaine du séchage, des papeteries, en Outre-mer aussi, pareil, sur le CSR, sur de la biomasse à valoriser. En Amérique, on a été payé de la commande de notre premier contrat d'études aux États-Unis hier, c'est tombé hier. Et en fait, il y a beaucoup d'avenir, malgré ce qui se passe, beaucoup d'avenir pour nous. En Europe, on a prévu de s'implanter en Allemagne dans les mois qui viennent. Donc en fait, aujourd'hui, on appuie sur notre développement sur des clients qui partageront ce que je viens de dire, des valeurs industrielles du déchet qui veulent valoriser plus proprement leurs déchets, industriels qui utilisent des procédés continus qui veulent s'affranchir du prix du gaz qui est variable et qui veulent décarboner, donc la papeterie agroalimentaire, les collectivités qui ont un double bénéfice en s'appuyant à la fois sur l'évacuation de leurs déchets plus pérennes et moins chères et également en ayant accès à une énergie décarbonée et moins chère. Et puis on cherche des fabricants, des constructeurs, fabricants de chaudières à l'étranger qui pourront accepter un transfert de technologie et s'appuyer sur des licences. Donc ça, ce sont les partenaires qu'on cherche pour notre avenir. Donc comment est-ce qu'on sait... Hop, il manque un titre, excusez-moi. En fait, le retour d'expérience qu'on a eu sur tout ça, pour s'il y a des entrepreneurs dans la salle, en fait, c'est positionné sur des valeurs. On a misé vraiment sur l'humain, le sens de la mission. On a impliqué nos investisseurs avec authenticité. Ça veut dire qu'on n'a pas seulement annoncé les bonnes nouvelles. Le fait d'annoncer les bonnes nouvelles, ça nous a crédibilisés, ça les a impliqués et ça leur a donné envie de nous aider. Seulement des bonnes nouvelles, ce n'est pas crédible et ça ne marche pas. On a visé les bons partenaires, on a visé les bons clients et on a préparé des modèles d'affaires qu'on appelle commerce équitable, c'est-à-dire à livre ouvert. Nos clients, quand ils nous commandent, ils savent où vont leur argent et on a un accord qui dit que en fait, s'ils ont des specs compliqués, en fait, ils nous garantissent une marge qui est, elle, fixe. Et le prix de ce qu'ils vont payer à la fin va dépendre un petit peu de combien ça va nous coûter. Ça dépend des situations géopolitiques, mais ça dépend aussi de leurs spécifications. Et ça génère une grosse confiance. Donc en 10 ans, on a construit 4 centrales, mini-centrales vertes. On a construit 4 sécheurs aussi. On est en passe pour changer de mode de production série. La première centrale de petite taille S, va démarrer dans les semaines qui viennent. Et puis, des plus grosses centrales vont sortir de terre dans les 5 ans qui viennent. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont été touchés par ce que j'ai dit, qui se sont sentis soit des clients, soit des investisseurs, je crois qu'il y en a qui viennent après moi, soit des entrepreneurs. Je dis les entrepreneurs, si vous êtes là, si vous êtes en redressement judiciaire, c'est une marque de résilience, vous êtes plein de valeurs et vous avez décuplé. On est en train de finir ces jours-ci donc une levée de fonds en valorisation pré-momée, 40 millions d'euros. On nous disait il y a moins d'un an qu'on valait rien. En fait, ce n'est pas vrai. La société et les vrais défis sont pleins de résilience et d'entrepreneurs comme nous. Donc voilà, merci aux clients de considérer que ces chemins-là, on les fait grâce à eux aussi
Et que s'ils ont que du facile, ils ne feront pas d'innovation, ils n'auront pas de réponse concrète à ce qu'ils attendent demain. Donc voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Jean, pour ton témoignage. Ça va toujours? Vous êtes toujours avec nous? Impec. On va donc continuer. Là, on va partir sur des sujets de financement avec Clément qui nous facilite en fait la lecture des financements publics et l'accès à cela, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs guichets, il y a beaucoup de dispositifs finalement. Et quand on est industriel, pas toujours évident quand même de savoir exactement à quelle porte frapper. Donc je passe la parole à Clément Barbier de Axelium Conseil. Merci Marie. Effectivement, il y a beaucoup de guichets de financement public et donc je suis là aujourd'hui pour vous donner un petit aperçu de ce qui peut exister. Clément nous a donné une première lecture sur les aides de l'ADEME. Il existe d'autres guichets et c'est notre travail chez Axelium, d'aiguiller les industriels dans cette lecture et de les accompagner sur la construction des dossiers de demande de financement qui sont relativement lourds. Avant de commencer, donc c'est des slides, j'ai l'habitude de les faire en une demi-heure, là j'ai 10 minutes. J'ai la chance que Clément a déjà abordé beaucoup de sujets qui sont abordés dans ma présentation, donc je vais sauter pas mal de choses, mais n'hésitez pas à venir me poser des questions à l'issue de la présentation, je serai ravi de pouvoir y répondre. Ce qui est important dans la décarbonation de l'industrie, c'est de se dire que effectivement, l'industrie fait face à de nombreux défis, des défis pour se réinventer, se décarboner. Et cette décarbonation, ces défis peuvent être accompagnés par du financement public et il ne faut pas voir uniquement cette décarbonation comme un défi, j'ai envie de dire des contraintes négatives, mais peut-être les voir comme une opportunité de se réinventer à travers des nouvelles pratiques qui peuvent décarboner l'industrie. Un rapide mot sur Axelium et sur qui nous sommes. Donc déjà, je suis Clément Barbier, donc je suis le dirigeant d'Axelium Conseil. Axelium Conseil est un cabinet spécialisé en financement public. J'ai travaillé moi-même en banque d'investissement pendant 10 ans et j'ai choisi de pivoter mon activité vers le financement public et l'accompagnement à des projets industriels de décarbonation de l'industrie et de recherche et développement. Chez Axelium, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les dirigeants d'entreprise dans la lecture de tous les dispositifs d'aide publique qui sont à leur portée, en fonction de leur projet, de la typologie de leur projet, en fonction de leur localisation, d'une région à une autre, d'une ville à une autre, les dispositifs ne sont pas identiques. Et on comprend bien donc qu'il y a une difficulté pour ces dirigeants de naviguer autour de tous ces dispositifs parce qu'il en existe à peu près plus de 2000 encore aujourd'hui actifs et les dirigeants d'entreprise se retrouvent bien souvent perdus dans toute cette complexité et des cabinets comme le nôtre existent pour les aider à y voir plus clair et à les accompagner de l'identification des dispositifs jusqu'au montage des dossiers. Et c'est ce que nous faisons chez Axelium Conseil. Alors on l'a un peu dit, Clément l'a dit, l'a répété, l'industrie fait face à de nombreux défis, des nombreux enjeux. Elle doit diminuer ses gaz à effet de serre pour respecter les accords de Paris et viser une diminution de moins 35% de ses émissions carbone d'ici 2030. Une neutralité carbone d'ici 2050, elle doit se réinventer sans cesse, on doit faire face également à une compétition internationale, donc voilà, l'industrie doit se réinventer, doit se décarboner en même temps, et c'est parfois compliqué d'un point de vue financier de trouver les axes pour financer ce type de projet. Il y a différents leviers pour atteindre ces objectifs. Il y a l'innovation. L'innovation, l'industrie doit sans cesse innover. Et donc,
c'était un très bel exemple hein, que nous a partagé Jean, de l'innovation, comment innover pour, à partir de biomasse, transformer cette biomasse en biochar pour séquestrer le carbone, et ensuite ce biochar peut être utilisé dans l'épandage des sols, mais aussi dans l'industrie, dans la cosmétique, dans le filtrage, etc. Et donc voilà, c'est une des façons d'innover. Il faut optimiser l'utilisation des ressources naturelles, hein, parce qu'aujourd'hui, un industriel va consommer beaucoup d'énergie dans ses processus industriels et il peut remplacer cette énergie par une autre pour optimiser ses consommations. Et enfin, il y a également tout ce qui est le recyclage et les économies circulaires pour éviter de trop consommer des matières premières issues de la planète, mais plutôt récupérer ce qui a déjà été extrait pour en refaire des nouvelles matières. Si on arrive sur les aides à la décarbonation, donc il y a des aides nationales hein, de l'ADEME notamment, donc Clément en a cité une belle partie. Je ne vais pas rentrer dans la liste qui est affichée ici parce que ça prendrait rien que sur cette slide, on pourrait en parler une demi-heure, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur chaque phase de la réflexion jusqu'à l'équipement de décarbonation, des aides nationales existent en France. Il y a tout d'abord des aides à la formation des décideurs. Les décideurs aujourd'hui ne sont pas forcément acculturés à cette décarbonation et ont besoin de formation pour savoir quelles sont les zones, quelles sont les parties de leur process qui peuvent être améliorées pour décarboner leur entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des aides pour former les dirigeants. Une fois que ces dirigeants sont formés, on peut les aider à diagnostiquer. Hein. Donc il y a des experts qui peuvent venir chez eux pour identifier très clairement, voilà, sur tel process, par exemple, on a parlé on a parlé de plein de choses, mais on peut identifier que sur une partie, pour faire du béton, pour faire du clinker, il faut énormément d'énergie. Peut-être que sur cette partie-là, au lieu d'utiliser telle source d'énergie, on peut la remplacer par telle autre. On peut voir également à améliorer une partie du process et à rapprocher des lignes de production les unes des autres. On peut réfléchir à réutiliser la chaleur d'un équipement, d'un four pour chauffer les bureaux. Enfin bref, il y a plein de pistes pour décarboner l'industrie et il y a des aides au diagnostic, donc des experts qui peuvent venir au sein de vos entreprises pour réaliser ces diagnostics. Une fois qu'on a identifié clairement quelles sont les zones d'amélioration, on passe au troisième type d'aide, donc aux études de faisabilité, et notamment aux études de l'ADEME, hein, Clément en a parlé. L'ADEME est là pour subventionner des bureaux d'études qui viennent étudier quelles sont les solutions les plus pertinentes à mettre et à déployer au sein des entreprises. Donc là, il y a des études de faisabilité qui sont subventionnées par l'ADEME. Et une fois que ces études de faisabilité ont démontré que qu'il fallait investir dans des équipements plutôt que dans d'autres, eh bien, il y a également des subventions qui viennent accompagner ce type d'investissement, et notamment à travers des subventions de l'ADEME, de la BPI, les subventions européennes du FEDER, et également, Clément en a parlé également, des C2E. Donc on a parlé des subventions au niveau national, mais on peut également descendre à un niveau en dessous, au niveau régional. Les régions accompagnent également leurs entreprises à décarboner leur process. Et donc au sein de chaque région, il y a des dispositifs qui accompagnent les entreprises sur leur territoire. Pareil, je ne vais pas rentrer sur le détail de chaque dispositif, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il faut avoir en tête, voilà, au niveau national, il y a des dispositifs, au niveau régional, il y a également des dispositifs.
Ici, quelques projets qui ont été subventionnés et qu'on a accompagnés chez Axelium. Le premier projet sur une usine de production d'enrobés qui a bénéficié d'un accompagnement de l'ADEME, donc d'un appel à projet qui s'appelle Décarb Inde, qui vise à accompagner des industriels dès lors qu'ils diminuent d'au moins 1000 tonnes équivalent carbone leurs émissions. Eh bien, il y a un dispositif très intéressant à l'ADEME qui peut les accompagner. Ici, c'était une usine très vieillissante des années 70 qui marchait au fioul lourd, qui a été complètement modernisée et donc qui a pu bénéficier de cet accompagnement de l'ADEME. À côté de ça, une aide à destination des scieries. Donc là, c'était une scierie qui est localisée en Nouvelle-Aquitaine, qui se modernise complètement. Le bois est un des secteurs très accompagnés en France parce que le bois, dans la construction, séquestre le carbone et donc est bénéfique pour diminuer les émissions carbone. Pour finir, j'en prends un autre, le troisième. Donc le bois permet d'utiliser un matériel pour remplacer d'autres matériels comme le béton. Et la troisième aide, donc la troisième pastille, il y a également des projets en innovation pour essayer de créer du béton moins carboné à travers notamment du béton recyclé. Donc ici, c'était une société qui vient récupérer du béton de déconstruction pour le réintégrer dans sa ligne de production de béton. Et donc ça vient grâce à de l'économie circulaire décarboner cette industrie du béton qui est très émettrice de carbone. Voilà en quelques mots le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à venir me voir à l'issue de la présentation. Chez Axelium, on vous aiguille sur tous ces sujets-là et on vous dit s'il y a une opportunité ou pas à aller chercher du financement public, ce qui est la première étape avant de commencer à constituer des dossiers. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Clément. Eh bien, écoutez, on va terminer ce tour de table. On a beaucoup parlé de financement public, du coup, avec l'ADEME et avec Axelium qui aident à aller les chercher. On va parler avec toi, Jean, d'un dernier système de financement, un tiers financeur, en fait, qui est Kyotherm. Tu vas nous raconter comment ça fonctionne avec toi, donc Jean Baron. Merci beaucoup Marie. Donc effectivement, je suis Jean Baron, je m'occupe du développement commercial pour Kyotherm, qui est une société d'investissement et qui est spécialisée dans le financement de projets de chaleur renouvelable et également d'efficacité énergétique. Donc on va voir en fait comment des acteurs financiers privés peuvent aussi accompagner les industriels pour faciliter leur décarbonation. Donc quelques rappels, c'est des choses que l'on a évoquées par le passé, mais l'un des principaux freins de la décarbonation de l'industrie, c'est évidemment l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on est sur des investissements qui sont trop élevés par rapport au temps de retour qui sont attendus par les industriels. On est également sur des investissements qui sont généralement peu considérés comme étant cœur de métier par ces industriels. Un industriel, par exemple, papetier, qui a 10 millions d'euros à investir, va forcément préférer investir ces 10 millions d'euros dans sa ligne de production plutôt que dans un investissement pour décarboner son outil industriel. Et enfin, on est sur des investissements qui sont complexes financièrement et qui posent également une complexité opérationnelle. Je vous le disais, donc société d'investissement spécialisée dans le financement de projets de chaleur renouvelable et d'efficacité énergétique. Donc, on finance une gamme de technologies très large, des chaudières biomasse, CSR, mais également de la géothermie, du solaire thermique. On finance également dans l'efficacité énergétique des systèmes de récupération de chaleur fatale, de l'électrification d'usines. Voilà, on a un scope de technologie qui est assez large. On finance des projets en capitaux propres qui vont de 1 à 150 millions d'euros. En France, mais aussi à l'étranger. On est présent dans 12 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais on peut accompagner des grands industriels sur des géographies aussi un peu plus exotiques. On accompagne par exemple le groupe Heineken au Moyen-Orient et également au Mexique.
Voilà, donc pour vous expliquer un peu plus en détail la manière dont on travaille, en fait Kyotherm est le partenaire de ce que nous on appelle des partenaires techniques, des entreprises pour les plus connues comme Engie, comme Dalkia, comme Schneider Electric, et on vient tout simplement financer les solutions qu'ils développent et opèrent chez les industriels à la place de l'industriel, donc en fait sous un modèle énergie as a service. Voilà. Donc, on accompagne principalement des industriels, on accompagne également des clients publics, on peut financer des réseaux de chaleur et autres. Voilà, donc on est assez diversifié en termes de clients finaux. Et parmi les clients, nos principaux clients, donc des grands industriels, on a par exemple accompagné ArcelorMittal sur 6 projets, Forvia également sur 6 projets, hein, toujours en France et à l'étranger, le groupe Heineken dont je parlais tout à l'heure, et je vous présenterai une petite étude de cas sur l'Hecta, le papetier, avec un projet CSR que nous avons financé il y a 3 ans maintenant. Donc, concrètement, comment est-ce que Kyotherm, comment est-ce qu'un tierce financeur privé va pouvoir accompagner un industriel pour financer son plan de décarbonation? Eh bien, Kyotherm va pouvoir arriver déjà très en amont du projet, va être capable de financer les DEVEX sur certains projets, va être capable de porter 100% des coûts de CAPEX sur le projet. Et ce qui est très important également, c'est qu'un investissement fait par Kyotherm va être déconsolidant, enfin en tout cas peut-être déconsolidant pour l'industriel. Déconsolidant, c'est-à-dire que l'actif ne va pas être porté par l'industriel. Donc l'industriel va garder sa capacité d'investissement pour des projets qui sont plus cœur de métier. Et c'est souvent ce qui nous est demandé de la part de grands industriels. Ensuite, donc Kyotherm investit, finance l'infrastructure et la possède sur une durée qui va de 7 à 25 ans. On est flexible, ça dépend de l'infrastructure, ça dépend de l'industriel, ça dépend du partenaire technique avec qui on opère cette infrastructure. Kyotherm va donc porter évidemment les risques financiers et opérationnels du projet à la place du client final. Et ensuite, au terme du contrat, eh bien, le client récupère l'infrastructure. Donc un papetier qui développe un projet de CSR financé par Kyotherm, au terme du contrat, vous le verrez tout à l'heure, au terme des 10 années du contrat, le papetier récupère l'infrastructure pour un euro symbolique. Et donc on aura levé les barrières financières à un investissement important de décarbonation. Donc là, juste 2 mots sur la structure que l'on emploie lorsqu'on finance un projet. Donc vous le voyez à droite de l'écran. Donc on crée une société de projet qui va porter l'actif. Donc par exemple une chaudière biomasse, une centrale géothermique, peu importe. Et puis donc on va créer un contrat tripartite entre le client final qui ne va acheter que la chaleur consommée, le partenaire technique qui va faire l'exploitation maintenance sur l'infrastructure durant toute la durée du contrat, et enfin Kyotherm qui possède jusqu'à 100% de ces sociétés de projet. À savoir que parfois le partenaire technique investit aussi à nos côtés. Lorsqu'on a fait des projets par exemple avec Engie, Engie investit en général une petite partie du CAPEX également du projet. Donc un cas concret pour illustrer comment Kyotherm, donc acteur financier privé, a financé un projet d'infrastructure chez un industriel. Donc on a le papetier l'Hecta. Donc l'Hecta, c'est l'un des leaders de la production de papier en Europe. Ils ont 7 sites de production répartis entre la France, l'Espagne et l'Italie. Et donc ils ont un site en Dordogne, au Lardin-Saint-Lazare, qui souhaitait décarboner son activité et qui a fait donc appel à Kyotherm pour financer une chaudière CSR de 32 MW pour un montant d'à peu près 50 millions d'euros. Donc quelques mots sur le contexte du projet. Les papetiers en fait utilisent beaucoup de vapeur dans leur process industriel. Cette vapeur, à l'origine, chez ce papetier Condat, eh bien, elle était produite par des chaudières gaz principalement. Donc évidemment polluante, émettrice de CO2. Le site était soumis au quota de CO2 et puis évidemment soumis aux fluctuations des prix du gaz avec ces dernières années un prix du gaz élevé qui rendait le site finalement assez peu compétitif d'un point de vue économique par rapport à ses concurrents, mais aussi d'un point de vue environnemental. Donc le but du groupe Lecta, et en particulier sur son site Condat, était de décarboner pour vraiment assurer la compétitivité du site en ayant un coût de l'énergie qui soit plus faible que lorsqu'on était sur des chaudières gaz, et gagner évidemment en compétitivité environnementale pour avoir un site qui soit plus périn dans les années à venir.
Donc Kyotherm a financé une chaudière de 32 MW d'une capacité donc de 40 tonnes de vapeur qui permet de couvrir 50% des besoins en vapeur du site. 70 000 tonnes donc, de CSR sont valorisées en étant brûlées chaque année. Le CSR ne provient pas de Condat lui-même, mais de d'autres unités qui sont autour du site à moins de 200 km. Et donc sur ce projet, comment Kyotherm a collaboré avec l'industriel et le partenaire technique, en l'occurrence Engie, sur ce projet. Donc d'abord, Kyotherm a structuré financièrement le projet en apportant son expertise technique pour adopter un financement qui soit le plus adapté. Là, dans ce cas-là, il s'agissait en fait d'une dette mezzanine et non pas d'un investissement en capital. Une capacité d'investissement que nous avons apportée puisque nous on a mobilisé 36,2 millions d'euros, le reste ayant été apporté par nos amis de l'ADEME. Donc une expertise industrielle et technologique, Kyotherm est vraiment spécialisé dans le financement de projets de chaleur renouvelable, avec une connaissance poussée des différents types d'infrastructures qui sont possibles, une compréhension du métier des industriels, et donc on a été capable de financer un projet techniquement assez complexe. Et enfin de la gestion de projet, puisque Kyotherm est arrivé assez tard dans le projet, donc il a fallu comprendre très rapidement et être capable d'agir très rapidement pour financer et permettre à ce projet de vivre. Donc le projet a été signé en 2022, mis en service en 2024 quelques chiffres. Donc aujourd'hui, cette chaudière permet de produire 255 000 MWh, c'est 55 000 tonnes de CO2 évitées par an. Donc c'est pas rien d'un point de vue environnemental. C'est un capex total de 50 millions d'euros, donc qui est porté en grande partie par Kyotherm. Et donc sur une durée de 10 ans. Donc pendant 10 ans, Kyotherm sera le propriétaire de cette chaudière, vendra la chaleur à Condat. Et au terme, comme je vous le disais tout à l'heure, au terme de ce contrat, Condat va récupérer sa chaudière. Voilà. Donc pour conclure, si vous êtes industriel, que vous avez des projets de décarbonation et que vous ne souhaitez pas mobiliser vos capitaux propres pour financer ces projets, Kyotherm est à la solution pour répondre à ce besoin, évidemment. Voilà. Si vous êtes un partenaire technique également qui souhaite déployer des infrastructures chez des industriels sous un modèle énergie as a service, Kyotherm est également le bon partenaire. On est au stand G17, donc je me ferai un plaisir de discuter plus en détail de notre fonctionnement et de comment on travaille avec nos partenaires. Voilà. Je vous remercie.